James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. Quand on a sonné, Ernestine est allée ouvrir et Madame Hunt est entrée la première. Elle portait un truc qui semblait très élégant au premier coup d'œil. C'était marron, luisant, on aurait dit du satin, avec une bordure en dentelle à l'ourlet et aussi, je crois, au coude et à la taille. Elle arborait un chapeau au bord relevé, comme un seau à charbon renversé qui lui durcissait le visage. Elle était perchée sur de hauts talons. Sa silhouette commençait à s'épaissir à son grand désespoir. Elle avait peur, malgré tout le pouvoir du Saint-Esprit. Elle s'est avancée en souriant. Elle ne savait pas très bien à qui ou à quoi. Ballottée, si je puis dire, entre le regard sévère du Saint-Esprit et le souvenir inquiet de son image dans le miroir. Quelque chose dans sa façon de marcher et de tendre la main, dans son sourire, un sourire qui mendiait la pitié et la refusait aux autres, la rendit extraordinaire à mes yeux. C'était une femme que je voyais pour la première fois. Fonny était sortie de son ventre. Elle l'avait portée. Derrière elle venaient les sœurs, et c'était une autre affaire. Et Ernestine, toute amabilité et entrain à la porte, pas moyen de vous voir si on ne vous convoque pas à une conférence au sommet. Allons, ce n'est pas sérieux, entrez, entrez, avait poussé Madame Hunt dans l'orbite de Sharon, et Sharon, gracieusement, la passa à Joseph qui me tenait par la taille. Quelque chose dans le sourire de ma mère, dans sa façon de me tenir, sembla effrayer Madame Hunt. Mais je commençais à comprendre que c'était une femme qui avait toujours eu peur. Les sœurs, je ne les avais jamais considérées comme les sœurs de Fonny. Non, ce n'est pas exact. Si elles n'avaient pas été les sœurs de Fonny, je ne les aurais jamais remarquées. Mais parce qu'elles étaient ses sœurs et que je savais qu'elles ne l'aimaient pas vraiment, je les détestais. Elles ne me détestaient pas. Elles ne détestaient personne d'ailleurs. C'était bien là le drame. Leur sourire quand elles sont entrées s'adressait à une cohorte invisible de soupirants. Toutes les deux, Adrienne, l'aînée, qui avait 27 ans, et Sheila, de 3 ans plus jeune, se sont montrées d'une gentillesse extrême avec ma misérable petite personne, comme les missionnaires leur avaient dit de le faire. Mais elles ne voyaient pas que la grande main noire de mon père qui les tenait par la taille, même si, en réalité, c'était moi que mon père tenait enlacé. Elles ne savaient pas si elles en réprouvaient la couleur, la position ou la forme, mais elles étaient certainement choquées par la force qui en émanait. Adrienne était trop vieille pour les vêtements qu'elle portait, et Sheila trop jeune. Derrière elle venait Franck. Mon père a un peu relâché son étreinte. Nous sommes tous entrés bruyamment dans la salle de séjour. Monsieur Hunt paraissait très fatigué, mais il souriait. Il s'est assis sur le divan à côté d'Adrienne, et il m'a dit « Alors, tu as vu mon grand gaillard de fils aujourd'hui ?»« Oui, il va bien, il vous embrasse. »« Ils lui en feront pas trop baver ?»« Je te demande ça parce que, à toi, il dit peut-être des choses qu'il ne voudrait pas me dire à moi. » Secret d'amoureux, a dit Adrienne en croisant les jambes. Je ne voyais aucune raison de m'occuper d'Adrienne, du moins pas encore, et Monsieur Hunt non plus, qui continuait à me regarder. J'ai dit, il déteste la prison, ça se voit, et c'est normal. Mais il est très courageux, il lit beaucoup et il étudie. J'ai regardé Adrienne. Il tiendra le coup, mais il faut que nous le sortions de là. Franck s'apprêtait à parler quand Sheila a dit sèchement, s'il avait lu et étudié quand il aurait dû, il ne serait pas là-bas. J'allais répliquer quand Joseph est intervenu. Tu as apporté la bière, j'ai du gin, du whisky, et nous avons aussi un peu de cognac. Il a souri, mais je n'ai pas de Thunderbird. Il s'est tourné vers Madame Hunt. J'espère que ça ne dérange pas ces dames. Madame Hunt a souri. Nous déranger? Franck se moque bien de ça. Il a toujours fait ce qui lui plaisait à lui, il pense jamais aux autres. Madame Hunt, a demandé Sharon, qu'est-ce que je peux vous offrir, mon chou? Je peux vous faire du thé, du café? Nous avons aussi de la glace et du Coca-Cola. Et du 7-Up, a ajouté Ernestine. Je peux vous faire un ice cream soda. Tu viens m'aider, Sheila? Reste assise, maman, nous nous en occupons. Elle a entraîné Sheila dans la cuisine. Maman s'est assise à côté de Madame Hunt. Seigneur, a-t-elle dit, comme le temps passe. On s'est pratiquement pas vu depuis que ces ennuis ont commencé. À qui vous le dites? Je passe mon temps à courir partout le Bronx, à m'en rendre malade, pour essayer d'obtenir les meilleurs conseils juridiques que je peux trouver, des gens pour qui je travaillais avant. Il y en a un qui est conseiller municipal, et il connaît absolument tout le monde, et il peut tirer quelques ficelles. Les gens sont obligés de l'écouter, vous comprenez? Mais ça me prend tout mon temps. Et le médecin m'a dit que je dois être prudente. Il dit que je fatigue trop mon cœur. Il m'a dit, Madame Hunt, n'oubliez pas, votre garçon a beau vouloir sa liberté, il veut aussi garder sa mère. Mais comme qui dirait, ça me soucie pas. Je suis inquiète pour moi. Le Seigneur me soutient. Je prie tout le temps pour que le Seigneur conduise mon garçon à la lumière. C'est pour ça que je prie jour et nuit. Et quelquefois, je me dis que c'est peut-être la voie qu'a choisie le Seigneur pour amener mon garçon à penser à ses péchés et à remettre son âme à Jésus. Vous avez peut-être raison.
Pour sûr que les voies du Seigneur sont mystérieuses, a dit Sharon. Oh oui, a repris Madame Hunt, parce qu'il peut vous mettre à l'épreuve, vous savez, mais il n'a jamais abandonné un seul de ses enfants. Que pensez-vous, a demandé Sharon, de M. Hayward, l'avocat qu'a trouvé Ernestine. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai tout simplement pas eu le temps de me rendre là-bas. Mais je sais que Frank l'a vu. Qu'en pensez-vous, Frank, a demandé Sharon. Frank a haussé les épaules. C'est un garçon blanc qui est allé à l'université et qui a décroché des diplômes. Bon, vous comprenez. J'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie. De la merde. Tu parles à une femme, a dit Madame Hunt. Je le vois bien et ça me change agréablement. Comme je disais, tout ça c'est de la merde et je suis pas sûr qu'on va le garder. D'autre part, pour un garçon blanc, il est pas trop moche. Il n'est pas encore le tas de merde qu'il sera peut-être plus tard quand il aura plus faim et que son ventre sera plein. Il s'est tourné vers Joseph. Mon vieux, tu sais que je suis malade à l'idée que la vie de mon garçon est entre les mains de ces enculés de blancs, ces ordures sans couilles. Je préférerais être brûlé vif, je le jure. C'est mon seul fils, mon vieux, mon seul fils. Mais nous sommes tous entre les mains de l'homme blanc et je connais quelques noirs en qui j'aurais pas plus confiance. Mais je passe mon temps à te dire, a crié Madame Hunt, je me tue à te répéter que c'est cette attitude négative qui est si dangereuse. Tu es plein de haine. Si tu as de la haine pour les gens, ils te la rendront. Chaque fois que je t'entends parler ainsi, mon cœur se brise et je tremble pour mon fils assis dans ce donjon dont seul l'amour de Dieu peut le sortir. Franck, si tu aimes ton fils, renonce à cette haine. Elle retombera sur la tête de son fils et elle le tuera. Franck ne parle pas haineusement, Madame Hunt, a remarqué Sharon. Il dit juste la vérité sur la vie dans ce pays et c'est naturel qu'il soit bouleversé. J'ai confiance en Dieu, a dit Madame Hunt. Je sais qu'il prend soin de moi. Je me demande, a dit Franck, comment Dieu pense qu'un homme doit agir quand son fils est dans la peine. Ton Dieu a crucifié son fils, et il était probablement bien content d'être débarrassé de lui. Mais moi, je suis pas comme ça. Pas question que j'aille dans la rue embrasser le premier flic blanc que je vois. Mais je serai un mec plein d'amour le jour où mon fils sortira de cet enfer, libre. Je serai plein d'amour quand je tiendrai la tête de mon fils entre mes mains et que je le regarderai dans les yeux. Oh oui, je déborderai d'amour ce jour-là. Il s'est levé du divan et s'est approché de sa femme. Et si ça se passe pas comme ça, tu peux être sûr que je ferai sauter quelques têtes. Et si tu me parles encore une fois de ce Jésus avec qui tu couches depuis toutes ces années, c'est la tienne que je ferai sauter en premier. Parce que tout ce temps, tu te faisais enfiler par ce bâtard de juif blanc au lieu d'être auprès de ton fils. Madame Hunt a couvert son visage de ses mains, et Franck est revenu lentement à sa place. Adrienne l'a regardé, elle a ouvert la bouche pour parler, mais a renoncé. J'étais assise sur un coussin près de mon père, elle s'est tournée vers lui. Monsieur Rivers, quelle est la raison exacte de cette réunion? Vous ne nous avez pas demandé de venir uniquement pour voir mon père insulter ma mère. Pourquoi pas, ai-je dit. C'est samedi soir. On peut jamais savoir ce que les gens sont capables de faire quand ils s'ennuient. Peut-être que nous vous avons invité pour apporter un peu d'animation. Je crois volontiers que tu es assez vicieuse pour ça, mais je ne peux pas croire que tu es aussi stupide. Je ne t'ai pas vu 2 fois depuis que ton frère est en prison, j'ai dit. Et je ne t'ai jamais vu là-bas. Fonny m'a dit que tu y allais un jour et que tu étais pressé. Et je parie que tu en as pas dit un mot dans ton bureau. T'as rien dit non plus à tous ces petits cons en col blanc, ces embusqués du programme de lutte contre la pauvreté, ces macros, ces PD avec qui tu te frottes. Et maintenant, tu es assise sur ce divan, tu te crois plus belle qu'Elizabeth Taylor, et tu es furieuse parce que t'as un mec mal blanchi qui t'attend quelque part, et il faut que tu viennes perdre du temps à parler de ton frère. Madame Hunt me fixait d'un regard haineux. Un sourire amer jouait sur les lèvres de Franck. Il a baissé les yeux. Adrienne me contemplait de très loin, tout en ajoutant mentalement une nouvelle croix noire après le nom de son frère. Finalement, comme je l'avais prévu, elle a allumé une cigarette. Tout en soufflant délicatement la fumée, elle semblait se jurer que jamais plus, sous aucun prétexte, elle accepterait de se trouver avec des gens si terriblement inférieurs à elle. Sheila et Ernestine sont revenues. Sheila a l'air plutôt effrayée, et Ernestine contente d'elle. Elle a offert une coupe de glace à Madame Hunt, a posé un Coca-Cola près d'Adrienne, a donné à Joseph une bière, à Franck un 7-Up avec du gin, un Coca-Cola à Sheila, un 7-Up avec du gin aussi à Sharon. Elle m'a tendu un cognac et a pris elle-même un whisky. « À la santé de tous !» a-t-elle crié gaiement, et tout le monde s'est assis. Alors, il y a eu un drôle de silence. Tout le monde me regardait. Je sentais sur moi les yeux de Madame Hunt, plus féroces et plus terrifiés que jamais. Elle se penchait en avant, la main serrée sur la cuillère qu'elle avait enfoncée dans la glace. Sheila paraissait effrayée. Les lèvres d'Adrienne se retroussaient en un sourire méprisant. Elle s'est redressée pour parler, mais son père a levé une main menaçante et méchante pour la faire taire. Elle s'est rejetée en arrière. Franck s'est penché vers moi. Après tout, ma nouvelle était pour lui. Alors je l'ai regardé et j'ai dit « C'est moi qui ai convoqué cette réunion au sommet. J'ai demandé à papa de vous faire venir tous ce soir pour vous annoncer ce que j'ai appris à Fonny cet après-midi.
Fonny va être papa, nous allons avoir un bébé. Les yeux de Franck ont quitté les miens, ont cherché ceux de mon père. Les deux hommes, alors, sans bouger, dans une immobilité totale, nous ont quittés. Ils se sont éloignés ensemble et ils ont fait un étrange voyage. Pendant ce voyage, le visage de Franck était impressionnant à voir. Il soulevait des pierres et les reposait. Tendu hors de leurs limites, ses yeux contemplaient des horizons qu'il n'avait jamais soupçonnés. Quand il est revenu, toujours en compagnie de mon père, son visage était très paisible. « Toi et moi, on va aller se saouler », a-t-il dit à Joseph. Puis il a souri. Il ressemblait à Fonny. Et il a ajouté « Je suis content, Tish. Je suis bigrement content. » « Et qui a demandé Madame Hunt, va se charger de ce bébé. Le père et la mère, j'ai répondu. Madame Hunt m'a dévisagé. Tu peux être sûr que ce sera pas le Saint-Esprit, a dit Franck. Madame Hunt l'a regardé, puis elle s'est levée et elle s'est dirigée vers moi, lentement, comme si elle retenait sa respiration. Je me suis levé et je me suis avancé au centre de la pièce en retenant la mienne. Je suppose que tu donnes le nom d'amour à ton comportement luxurieux, a-t-elle dit. Moi pas. J'ai toujours su que tu serais la destruction de mon fils. Tu as un démon en toi, je l'ai toujours su. Mon Dieu m'a permis de le comprendre il y a bien longtemps. Le Saint-Esprit fera dessécher cet enfant dans tes entrailles, mais mon fils sera pardonné. Mes prières le sauveront. Elle était à la fois ridicule et majestueuse. Elle témoignait. Alors Franck s'est mis à rire. Il s'est approché d'elle et du revers de la main l'a renversée. Oui, elle s'est retrouvée sur le parquet, son chapeau repoussé en arrière de sa tête, sa robe relevée au-dessus de ses genoux. Franck est resté un moment à la contempler. Ni l'un ni l'autre n'a dit un mot. Son cœur, a murmuré Sharon, et Franck s'est remis à rire. Écoutez-le, vous verrez qu'il continue à battre, mais j'appelle pas ça un cœur. Il s'est tourné vers mon père. Joe, laissons les femmes s'occuper d'elle, viens. Et comme mon père hésitait, il a redit. Viens, Joe, je t'en supplie. Va avec lui, a dit Sharon. Sheila s'est agenouillée près de sa mère. Adrienne a écrasé sa cigarette dans le cendrier et s'est levée. Ernestine est revenue de la salle de bain avec de l'alcool et s'est agenouillée à côté de Sheila. Elle a versé un peu d'alcool sur du coton et a frictionné les tempes et le front de Madame Hunt. Elle lui a délicatement enlevé son chapeau et l'a tendu à Sheila. « Va, Joe, » a redit Sharon. « Nous n'avons pas besoin de vous ici. » Les deux hommes sont sortis. La porte s'est refermée sur eux et il n'y a plus eu dans la pièce que ces 6 femmes contraintes de se supporter, ne serait-ce que pendant un court moment. Madame Hunt s'est relevée lentement et s'est assise sur une chaise. Avant qu'elle ait pu commencer à parler, j'ai dit « C'est une chose terrible que vous m'avez dite tout à l'heure. C'est la phrase la plus terrible que j'ai jamais entendue. » Mon père n'avait pas besoin de la frapper, a dit Adrienne. Son cœur est vraiment fragile. C'est sa tête qui est fragile, a répondu Sharon. Puis à Madame Hunt, le Saint-Esprit vous a ramolli le cerveau. Avez-vous oublié que c'était le petit-fils de Franck que vous maudissiez? Et le mien aussi. Je connais des hommes et des femmes qui, pour ça, auraient arraché ce faible cœur de votre poitrine et auraient accepté gaiement d'aller en enfer ensuite. Vous voulez du thé ou quelque chose d'autre? Vous auriez plutôt besoin d'un cognac, mais je suppose que vous êtes trop sanctifié. J'estime que vous n'avez pas le droit de vous moquer de la foi de ma mère, a dit Sheila. Merde, arrête ton numéro, a dit Ernestine. T'as tellement honte d'avoir une hystérique de la foi pour mère que tu sais pas quoi faire. Tu ricanes pas. Tu dis que ça prouve qu'elle a une âme, comme ça les gens penseront que c'est contagieux, et ils verront quelle fille intelligente tu es. Tu me donnes envie de vomir. C'est toi qui me donnes envie de vomir, a dit Adrienne. Ma mère ne l'a peut-être pas dit exactement comme elle aurait dû. Après tout, elle était bouleversée. Et elle a une âme. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous avez, vous, espèce de nègre puant? Elle a seulement posé une question. Adrienne a levé la main pour empêcher Ernestine de l'interrompre. Elle a dit « Qui va élever ce bébé ?» Et je le demande « Qui ?» Tish a aucune instruction, et Dieu sait qu'elle a pas grand-chose d'autre. Et Fonny a toujours été un bon à rien, tu le sais. Alors, qui va s'occuper du bébé? Moi, j'ai dit, espèce de connasse jaune et desséchée. Et si tu continues à parler, je me chargerai de m'occuper de toi. Elle a mis ses poings sur ses hanches, l'imbécile. Alors Ernestine s'est glissée entre nous et a dit d'une voix suave. Adrienne, baby, je voudrais te dire quelque chose, trésor. Ma beauté en sucre. Sa main a effleuré la joue d'Adrienne. Adrienne a frémi mais n'a pas bougé. Et Ernestine a laissé sa main jouer un instant sur la joue de l'autre. Oh mon cœur, dès la première minute où mes yeux se sont posés sur ton adorable personne, j'ai été toqué de ta pomme d'Adam. J'en rêve. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on est toqué de quelque chose, t'as jamais été vraiment toqué de quelque chose ou de quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà observé ta pomme d'Adam? Moi si. Je la regarde en ce moment. Oh, elle est adorable. Trésor, j'arrive pas à savoir si j'ai envie de l'arracher avec mes dents ou mes ongles. Oh, ou de la détacher comme le noyau d'une pêche. Quelle merveille. Tu piges où je veux en venir, mon cœur? Mais si tu touches ma sœur, va falloir que je me décide très vite. Alors,
Elle s'écarta d'Adrienne. Touche-la. Vas-y, s'il te plaît. Détache ces lourdes chaînes de mon cœur et libère-moi. Je savais que nous n'aurions pas dû venir, a dit Sheila. Je le savais. Ernestine l'a fixée jusqu'à ce qu'elle soit obligée de lever les yeux. Alors Ernestine a ri et elle a dit « Mon Dieu, je dois avoir un sale esprit, Sheila. Je croyais pas que tu pouvais même prononcer ce mot. » Alors la haine a vraiment envahi la pièce. Quelque chose se produisit de beaucoup plus profond que ce qui semblait se passer. Soudain, j'eus pitié des sœurs, mais Ernestine ne broncha pas. Elle était toujours debout, une main sur la hanche, l'autre pendante le long de son corps. Seuls ses yeux bougeaient. Elle portait un pantalon gris et un vieux chemisier. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle n'était pas maquillée. Elle souriait. Sheila paraissait pouvoir à peine respirer ou se tenir droite. Elle semblait prête à courir vers sa mère qui n'avait pas bougé de sa chaise. Adrienne, qui est large de hanches, portait un chemisier blanc, une ample jupe plissée noire et une jaquette courte et ajustée noire également, et des souliers plats. Ses cheveux séparés par une raie au milieu de la tête étaient serrés sur sa nuque par un ruban blanc. Elle avait perdu son air provoquant. Sa peau d'un ton trop soutenu pour être café au lait avait foncé et s'était marbré. Son front semblait couvert d'huile. Son maquillage faisait des plaques sur sa peau. On pouvait voir qu'elle n'était pas vraiment jolie et que son corps et son visage s'épaissiraient avec le temps. « Laissons ces gens grossiers », a-t-elle dit à Sheila, non sans dignité. Elles se sont dirigées vers leur mère qui était, je le compris brusquement, le témoin et le gardien de leur chasteté. Madame Hunt s'est levée alors, étrangement calme. « J'espère que vous êtes contente de la façon dont vous avez élevé vos filles, Madame Evers », elle a dit à maman. Sharon était calme, elle aussi, et en même temps comme stupéfaite. Elle a regardé Madame Hunt sans répondre. Alors celle-ci a ajouté « Mes filles ne me ramèneront pas de bâtards à nourrir, je vous le garantis. » « Mais, a enfin dit Sharon, cet enfant qui vient est votre petit-fils. Je ne vous comprends pas. C'est votre petit-fils. Quelle différence ça fait, la façon dont il sera venu? L'enfant n'a rien à voir avec tout ça. Nous avons, personne ici, rien à voir avec ça. Cet enfant, a dit Madame Hunt. Elle m'a regardé un instant, puis s'est dirigée vers la porte, suivie des yeux par Sharon. Cet enfant... Je l'ai laissé atteindre la porte, ma mère s'est avancée, un peu comme une somnambule pour tourner les verrous, mais je l'ai devancée. Je me suis placé le dos à la porte. Adrienne et Sheila suivaient leur mère. Sharon et Ernestine n'ont pas bougé. Cet enfant, j'ai dit, est dans mon ventre. Maintenant, vous n'avez plus qu'à lever votre genou et à le frapper, ou mieux, avec ses chaussures à talons hauts. Vous ne voulez pas de cet enfant? Allez-y, tuez-le tout de suite. Je vous mets au défi. Je l'ai regardé dans les yeux. Ce ne sera pas le premier enfant que vous aurez essayé de tuer. J'ai touché son chapeau ridicule. J'ai regardé Adrienne et Sheila. Vous avez pas si mal réussi avec les deux premières. J'ai alors ouvert la porte, mais je n'ai pas bougé. Ok, essayez encore, avec phonie. Allez-y. Adrienne a demandé d'une voix qui se voulait glaciale. Pouvons-nous partir maintenant? Tish, a dit Sharon, toujours immobile. Ernestine est passée derrière moi, elle m'a écarté de la porte et confié à Sharon. Mesdames, a-t-elle dit en se dirigeant vers l'ascenseur, puis elle a appuyé sur le bouton. Elle était au-delà de la colère maintenant. L'ascenseur est arrivé, la porte s'est ouverte, alors elle les a fait entrer, et, tout en retenant la porte de son épaule, a simplement dit « Ne vous inquiétez pas, nous ne parlerons jamais de vous au bébé. On ne peut pas dire à un bébé à quel point certains êtres humains peuvent être immondes. » Puis, sur un autre ton, un ton que je ne lui avais jamais entendu, elle s'est adressée à Madame Hunt. « Béni soit le fruit de tes entrailles. J'espère que ce sera un cancer de l'utérus, et je le pense vraiment. » Puis aux sœurs, si jamais vous approchez de cette maison, je vous tuerai. Cet enfant n'est pas votre enfant. Vous l'avez dit vous-même. Si j'apprends que vous avez traversé un terrain de jeu et seulement vu l'enfant, vous ne vivrez pas assez longtemps pour attraper le moindre cancer. Écoutez-moi, je ne suis pas ma sœur est gentille, moi pas. Mon père et ma mère sont gentils, moi pas. Je peux vous dire pourquoi Adrienne n'arrive pas à se faire baiser. Vous voulez l'entendre? Je pourrais aussi vous parler de Sheila et de tous ces types qu'elles branlent dans leur mouchoir au cinéma ou sur le siège arrière de leur voiture. Vous voulez entendre ça aussi? Sheila s'est mise à pleurer et Madame Hunt a essayé de fermer la porte de l'ascenseur. Ernestine a éclaté de rire. Sa voix a de nouveau changé. Vous avez maudit l'enfant qui est dans le ventre de ma sœur. Que je ne vous revoie plus jamais, vieille épouse mal blanchie du Christ. Elle a craché au visage de Madame Hunt et a laissé la porte de l'ascenseur se refermer. Alors elle a crié dans la cage. C'était la chair de ta chair que tu as maudite, putain pourri, gale connasse desséchée. Transmets le message au Saint-Esprit. Et s'il apprécie pas, dis-lui que j'ai dit qu'il était un pédé et qu'il n'a pas intérêt à s'approcher trop près de moi. Elle est revenue dans l'appartement, les larmes coulaient sur son visage. Elle est allée à la table se servir un whisky, puis elle a allumé une cigarette. Elle tremblait.
Pendant tout ce temps, Sharon n'avait rien dit. Bien qu'Ernestine m'ait confié à elle, elle ne m'avait pas touché. Elle avait fait une chose beaucoup plus impressionnante. Elle m'avait soutenu et calmé, sans me toucher. Bon, elle a dit, les hommes ne rentreront pas de sitôt et Tish a besoin de repos, allons nous coucher. Mais je savais qu'elle m'envoyait au lit pour pouvoir rester un moment ensemble, sans moi, sans les hommes, sans personne, pour regarder en face la situation et le fait que la famille de Fonny se foutait éperdument de lui et ne lèverait pas le petit doigt pour l'aider. Nous étions sa seule famille maintenant. C'était à nous seuls d'agir. Je suis entré lentement dans ma chambre et je me suis assise 1 minute sur le lit. J'étais trop fatigué pour pleurer. J'étais trop fatigué pour avoir la moindre réaction. En un sens, ma sœur Ernestine s'était chargée du problème. Elle en assumait tous les aspects, parce qu'elle voulait que cet enfant ait une traversée sereine et arrive à bon port. Et pour cela, il fallait que je dorme. Je me suis déshabillé et je me suis pelotonné dans le lit, comme je le faisais avec Fonny. Je me suis blotti dans ses bras et il m'a serré contre lui. Je sentais si fort sa présence qu'il m'était impossible de pleurer. Mes larmes lui auraient fait trop de mal. Alors il m'a tenu contre lui et j'ai chuchoté son nom tout en regardant les lumières de la rue danser au plafond. J'entendais vaguement maman et Sis dans la cuisine qui faisaient semblant de jouer au gin rami.